après avoir vu le premier exemple de l'évaluation, aujourd'hui on va voir un deuxième exemple d'une deuxième évaluation. Donc qui porte toujours sur l'étude de texte et la production écrite. Donc, séquence c'est la révision, donc activité, évaluation, contenu, étude de texte, production écrite. Donc comme les compétences de la dernière fois, donc comment répondre aux questions d'une évaluation et comment rédiger un texte à partir d'un sujet. Donc l'exemple de l'évaluation, donc le texte. Monsieur Jourdain, venez ma fille, approchez-vous et venez donner votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Lucille, comment mon père, comme vous voilà, est-ce qu'une comédie que vous jouez? Monsieur Jourdain, non, ce n'est pas une comédie, c'est une affaire fort sérieuse et la plus pleine d'honneur que vous, qui se peut souhaiter, voilà le mari que je vous donne. Lucille, à moi mon père? Oui, à vous. Allons, touchez-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Lucille, je ne veux point me marier, monsieur Jourdain, je le veux moi qui suis votre père. Lucille, je n'en ferai rien. Monsieur Jourdain, ah, que de bruit, allons, vous dis-je, ça, votre main. Lucille, non, mon père, je vous l'ai dit, il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger de prendre un autre mari que Cléante, et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités que de, reconnaissant Cléante, il est vrai que vous êtes mon père, je vous dois entière obéissance, et c'est à vous de disposer de moi selon vos volontés. Monsieur Jourdain, ah, je suis ravie de vous voir si promptement revenu dans votre devoir, et voilà qui me plaît d'avoir une fille obéissante. Donc là, c'est la fin du texte. Je dirais à signaler que le texte est extrait de l'acte 5 de la scène 5. Donc, les questions de contextualisation, c'est-à-dire les questions de compréhension de langue. Donc, première question, c'est remplissez le tableau suivant, titre de l'œuvre, genre théâtral, dramaturge, son vrai nom, la visée de l'œuvre. La visée de l'œuvre, c'est-à-dire pourquoi l'auteur a écrit cette œuvre. Donc, principalement, on a deux visées, et donc vous, si vous pouvez faire ou bien trouver une seule visée, ça sera bien. Donc, 2. Situer le passage en répondant à cette question. Pourquoi Doronte et Dorimène sont venus chez M. Jourdain? Donc, quand on a vu la dernière fois que la situation de passage, c'est de dire qu'est-ce qui est arrivé avant cet extrait. Donc, pour vous aider un peu pour trouver la bonne réponse, je vous ai donné la question suivante. Pourquoi Doronte et Dorimène sont venus chez M. Jourdain? Donc, 3. Pourquoi M. Jourdain appelle-t-il sa fille Lucille justifiée? Donc là, bien sûr, après les questions, je dirais, de contextualisation, vient le tour des questions d'analyse. Et donc, les questions d'analyse, bien sûr, se sont prises à partir, ou bien les réponses sont prises à partir du texte. Donc, pourquoi M. Jourdain appelle-t-il sa fille justifiée? Vous allez justifier à partir du texte. Donc, 4. Lucille a réagi de deux façons différentes à la demande de son père. A. Quelles sont ces deux réactions? B. Relever les raisons de ces deux réactions. Donc, la quatrième question porte sur deux autres questions. Donc, quelles sont ces deux réactions? C'est-à-dire, quand M. Jourdain a appelé Lucille, il lui a déclaré la demande, je dirais, de Cléante. Donc, quelle était la réaction de Lucille? Et bien sûr, dans la deuxième partie, vous allez me dire les raisons, c'est-à-dire pourquoi Lucille a fait une telle ou une telle réaction. 5. Voilà le mari que je vous donne. Qui est ce mari? A pour M. Jourdain et Lucille, B pour les autres personnages. Donc, bien sûr, si vous avez lu toute l'œuvre, vous allez comprendre que le mari, c'est-à-dire le monsieur qui vient demander la main de Lucille, n'est pas le même personnage pour M. Jourdain que pour les autres personnages. Et bien sûr, par la suite, je vais vous dire pourquoi. Donc, 6a, relever du texte une didascalie. B, à quoi sert la didascalie? Donc, à partir du texte, vous allez relever une didascalie. Vous allez donner, c'est-à-dire vous allez trouver une didascalie dans le texte, et par la suite, vous allez me dire à quoi sert la didascalie. Je n'ai pas dit à quoi sert cette didascalie. Si je dis à quoi sert cette didascalie, c'est-à-dire je cherche le rôle ou bien le but de la didascalie que vous avez relevé du texte.
Mais non, on cherche le rôle de la didascalie d'une manière générale. Donc 7. Je ne veux point me marier, répliqua Lucile à son père. Rapportez cet énoncé au discours indirect. Et bien sûr, vous devez toujours faire attention à pas mal de critères. Monsieur Jourdain est entêté comme une mule. Transformer cette comparaison en une métaphore. Donc pendant l'activité de les figures de style, on a vu qu'il y a une petite différence entre la comparaison et la métaphore. Donc vous, dans cette question, vous allez voir est-ce que vous avez vraiment compris cette différence ou non. Maintenant, les questions de réaction. Donc 9. Monsieur Jourdain pense marier sa fille à un homme qu'il ne connaît pas et qu'elle n'aime pas. Comment trouvez-vous cette décision? Pourquoi? Donc, Monsieur Jourdain pense marier, c'est-à-dire c'est Monsieur Jourdain qui a pensé lui-même à faire marier sa fille à une autre personne ou bien à l'homme qui est venu chez eux. Et donc, c'est une personne qu'elle ne connaît pas et puis qu'elle ne l'aime pas. Donc, vous, comment vous trouvez ce comportement de Monsieur Jourdain ou bien cette décision de Monsieur Jourdain? Et vous allez me dire bien sûr pourquoi, c'est-à-dire on cherche toujours la raison. Il ne suffit pas de dire je trouve que, mais il fallait dire parce que. 10. Pour réaliser ses ambitions, M. Jourdain use de tous les moyens au détriment du bonheur des siens. Quelles recommandations allez-vous lui faire? Donc, pour réaliser ses ambitions, c'est-à-dire pour faire ce qu'il veut, M. Jourdain arrive à utiliser tous les moyens qui sont devant lui juste pour arriver et pour atteindre son but, mais je dirais ce sont des moyens au détriment des siens, c'est-à-dire c'est comme s'ils vont causer le malheur à sa petite famille. Donc vous, quelles sont les recommandations que vous allez donner à M. Jourdain? Donc, on va procéder aux réponses des questions. Donc, question de contextualisation et d'analyse. Donc, le tableau, vous avez le titre de l'œuvre, Le bourgeois gentilhomme, le genre théâtral, une comédie-ballet. Donc, la dernière fois, je vous ai dit, il faut faire attention et faire la différence entre le genre théâtral et le genre littéraire. Du genre littéraire, c'est un roman, du théâtre, une pièce de théâtre, je dirais un essai par exemple, mais là, il s'agit d'un genre théâtral, c'est-à-dire c'est un sous-genre. Donc là, c'est une comédie-ballet. Le dramaturge, et on cherchait tout à l'heure le vrai nom de ce dramaturge, c'est Jean-Baptiste Poquelin. Donc la visée de l'œuvre, c'est-à-dire pourquoi l'auteur a écrit cette œuvre, donc vous avez pour critiquer les Turcs et pour critiquer les nobles et les bourgeois du XVIIe siècle. Donc, la situation de passage, Dorante et Dorimel sont venus chez M. Jourdain afin de le féliciter pour d'abord le titre de noblesse qu'il vient d'avoir, puis le mariage de sa fille avec le fils du grand turc. C'est parce que sa fille va se marier avec une personne noble et donc automatiquement son père va recevoir aussi le nom ou bien le titre de la noblesse et puis il leur félicite. Je dirais Dorimel et Dorante arrivent à féliciter M. Jourdain pour le mariage, bien sûr, de sa fille. Donc, 3. M. Jourdain appelle sa fille pour lui annoncer que le fils du grand turc veut la prendre pour épouse. Donc là, c'est la réponse de tout à l'heure. J'ai dit pourquoi M. Jourdain appelle sa fille. Donc, elle appelle sa fille pour lui annoncer que le fils du grand turc veut la prendre pour épouse. La justification, c'est « Venez ma fille, donnez votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. » Donc, les deux réactions de Lucile sont A. Elle refuse. Il n'est point pouvoir qui me puisse obliger de prendre un autre mari que Cléante. Donc, la première raison qui a poussé Lucile a refusé, c'est que la personne qui est devant elle n'est pas Cléante. Et donc pour elle, s'il ne s'agit pas de Cléante, il ne va pas se marier. Et puis B, elle accepte. Pourquoi? Parce qu'elle va reconnaître Cléante. Il va voir que la personne qui est devant elle, pour son père, je dirais c'est le fils du grand turc, mais pour elle, il va comprendre qu'il s'agit de Cléante et donc elle va accepter. Donc 5, le mari pour M. Jourdain et sa fille, c'est le fils du grand turc. Et puis, pour les autres personnages, c'est Cléante. Peut-être vous allez me dire, on arrive à se contredire ici, mais vous allez voir que la phrase, ou bien la réplique qui est
je vous donne le mari, ou bien c'est le mari que je vous donne, c'est le mari que je vous donne, ça existe avant que Lucille arrive à reconnaître Cléante, je dirais le fils du conteur comme Cléante. Bien sûr, tous les autres personnages, ils savent qu'il s'agit de Cléante parce qu'ils savent déjà le tour que les autres personnages, c'est-à-dire Coviel et Cléante, arrivent à jouer un tour, je dirais, à M. Jourdain pour qu'il arrive à croire qu'il s'agit d'un noble et non pas de Cléante. Donc, 6, la didascalie et reconnaissant Cléante. Donc, on a dit la dernière fois que pour reconnaître une didascalie dans le texte, c'est la plupart du temps, bien souvent, elle est écrite entre parenthèses et en italique, soit en italique seulement, sans parenthèse, ni rien du tout. Donc, reconnaissant Cléante. Donc, la didascalie sert à informer le lecteur sur les gestes, l'entrée et la sortie des personnages, le décor, le temps d'une réplique. Donc, sert à informer le lecteur. Pourquoi on a dit le lecteur? Normalement, un spectateur ne va pas ne va pas lire une didascalie, mais plutôt il va voir la didascalie. Comment? Il va voir qu'il y a des personnages qui entrent, il y a d'autres, je dirais, qui entrent et d'autres qui sortent. Il y a les grimaces du visage, la façon ou bien la manière de parler, ce qu'on appelle le ton. Et donc, la didascalie est plutôt dédiée au lecteur plus que au spectateur. Donc, 7, le discours indirect. Je ne veux point me marier, répliqua Lucille à son père. Donc, comme je dis toujours que dans le discours indirect, on doit commencer toujours avec la proposition introductrice et on commence avec celui qui parle ou bien le sujet. Donc, Lucille, verbe, répliqua à qui? À son père, c'est-à-dire le complément. Donc, il s'agit d'une phrase déclarative, donc on arrive à utiliser la conjonction que. Ici, on a le pronom personnel je, et bien sûr, c'est Lucille qui parle, donc on va remplacer ce je par elle ne voulait. Ici, on a veut, et dans le discours indirect, on va dire voulait, c'est-à-dire le verbe vouloir conjugué ici au présent et là conjugué à l'imparfait. Donc, pourquoi? Parce que on a le verbe introducteur qui est conjugué à un temps qui est passé. Si par exemple on dit Lucille répliqua ou bien Lucille répliquait, c'est-à-dire à l'imparfait, donc là on dit que lorsque le verbe introducteur est au présent, on arrive à faire des changements, des temps verbaux qui existent à l'intérieur de la phrase, de la parole. Donc, qu'elle ne voulait point se marier. Bien sûr, là, on doit changer aussi les pronoms. Ici, me, ça renvoie à je. Et donc, ici, parce qu'on a elle, donc on doit dire ce. Donc, 8. Monsieur Jourdain est entêté comme une mule. Là, il s'agit d'une comparaison. Donc, on a dit la comparaison, elle est composée de comparer, comparant, outil de comparaison. Bien sûr, le point en commun, ou bien le point commun entre les deux éléments qui sont le comparé et le comparant. Mais la métaphore, c'est l'absence de l'outil de comparaison. Donc, ici, Monsieur Jourdain est entêté comme une mule. Donc, l'outil de comparaison, on a comme. Et donc, dans la métaphore, l'absence de l'outil va nous donner Monsieur Jourdain est une mule. Là, la réponse est juste. Mais vous pouvez encore donner une autre réponse qui est Monsieur Jourdain a la tête d'une mule. Donc, pour les personnes qui ne sachent pas ou bien qui ne savent pas que je dirais la mule, bien sûr, c'est un animal et qui est caractérisé par l'entêtement. Donc, si vous allez chercher dans le dictionnaire une mule, vous allez trouver parmi les caractéristiques d'une manière figurée, on arrive à appeler quelqu'un tête de mule pour lui dire que tu es entêté. Donc, 9. Donc, comment vous trouvez la décision de M. Jourdain? Je trouve que cette décision est injuste et égoïste. Injuste car la décision du mariage concerne la fille et c'est elle qui décide d'accepter ou de refuser de se marier et de choisir l'homme de sa vie. Normalement, aujourd'hui, si je dirais une personne se présente pour demander la main d'une fille, donc c'est la fille qui va je dirais donner son opinion, soit elle accepte, soit elle refuse. Mais là, on parle bien sûr à propos du XVIIe siècle, il n'avait pas vraiment du choix, soit disons. Mais bon. Même si, je dirais, XVIIe siècle, et Lucille vraiment a refusé, là. Je dirais, elle est courageuse. Et puis, égoïste, c'est-à-dire parce que là, regardez, la réponse est composée de deux choses. Donc, la décision est injuste et égoïste.
Donc je dois expliquer qu'est-ce que injuste et je dois expliquer qu'est-ce que égoïste. Ou bien pourquoi égoïste? Égoïste car M. Jourdain ne pense qu'à son intérêt, il est indifférent vis-à-vis des sentiments de son unique fille. C'est-à-dire, M. Jourdain arrive à penser à lui-même seulement, il n'a pas pensé à ce que sa fille va éprouver comme sentiment. Donc 10. Les recommandations que je peux faire à M. Jourdain sont. Donc là, je vais essayer de donner des conseils et des recommandations, même des ordres à M. Jourdain. Donc, vous devez associer votre bonheur à celui de votre famille. Le véritable bonheur d'un père est de voir ses siens béats. Donc, béat ici, ça veut dire heureux, tout simplement. Vous devez associer votre bonheur, c'est-à-dire vous devez faire la liaison entre votre bonheur et le bonheur de votre famille. C'est-à-dire, si votre famille n'est pas heureuse, vous aussi, vous ne devez pas être heureux. Donc, sachez bien que la fin ne justifie jamais les moyens. Donc là, c'est un proverbe, normalement, on dit la fin justifie les moyens, c'est-à-dire si on a un but, on peut faire tout pour arriver à ce qu'on veut. Alors qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dépasser. Par exemple, je dirais passer au-dessous des sentiments de la famille pour arriver ou bien pour atteindre notre but. Donc pour cette raison-là, on a dit la fin ne justifie jamais les moyens. Donc ne soyez pas égoïste et pensez à l'amour propre de votre petite famille. C'est-à-dire il faut penser à l'autre personne ou bien aux autres personnes avant de faire ce que vous voulez ou bien à quoi vous pensez. Donc pour avoir une belle vie, il faut vous accepter tel que vous êtes et ne cherchez pas à prétendre ce que vous n'êtes pas. Donc pour avoir une belle vie, il faut vous accepter. Donc quand on dit il faut s'accepter, par exemple, soi-disant je suis une personne courte, par exemple, je dois accepter que je suis une personne courte. Si je suis une personne pauvre, je dois accepter que je suis une personne pauvre. Pourquoi? Parce que si jamais je ne vais pas accepter ce que je suis, d'abord, les autres ne vont pas m'accepter. Là, c'est quelque chose de très clair, puisque moi-même, je ne m'accepte pas, donc les autres aussi ne vont pas m'accepter. Deuxièmement, je vais essayer de chercher inlassablement, c'est-à-dire je vais chercher aujourd'hui, demain, le lendemain, à pouvoir atteindre ce que je cherche, alors que ça sera de l'impossible, si vous voulez. Surtout, par exemple, je suis une personne courte. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Soi-disant un homme, par exemple, même si la femme, même si elle est courte, elle peut porter des talons. Mais bon, mais d'une manière ou d'une autre, il faut s'accepter. Et donc là, je dis à M. Jourdain, il faut vous accepter tel que vous êtes et ne cherchez pas à prétendre ce que vous n'êtes pas. C'est-à-dire, ne cherchez pas à montrer aux autres personnes ce que vous n'êtes pas. Par exemple, vous n'êtes pas gentilhomme et vous montrez aux autres personnes que vous êtes gentilhomme. Alors que vers la fin du texte, on a vu que M. Jourdain est devenu, je dirais, un objet ridicule devant tout le monde. Et donc là, c'est, je dirais, la première partie de l'évaluation qui porte sur les questions de compréhension et de langue. Maintenant, on va passer à la production écrite. Donc le sujet, plusieurs jeunes tardent à se marier parce qu'ils cherchent un partenaire avec un revenu confortable. Êtes-vous de ces jeunes-là? Pourquoi? Rédigez un paragraphe où vous exposez votre point de vue appuyé par des arguments pertinents. Donc, plusieurs jeunes tardent à se marier, c'est-à-dire l'âge du mariage des jeunes arrive à être un peu en retard. Et donc, parce qu'ils cherchent un partenaire avec un revenu confortable. La raison, c'est qu'ils ne veulent pas se marier jusqu'à ce qu'ils vont trouver un partenaire avec un bon salaire, si vous voulez. Donc, êtes-vous de ces jeunes-là? La question c'est, est-ce que vous êtes parmi ces jeunes qui pensent de la sorte? Et puis vous allez dire pourquoi. Donc la consigne c'est rédiger un paragraphe où vous exposez votre point de vue appuyé par des arguments pertinents. Il ne s'agit pas seulement de donner votre point de vue ou bien votre opinion, mais il faut l'argumenter. Donc les étapes à suivre. Premièrement, lecture du sujet 3 fois, comme j'ai dit la dernière fois. Il faut lire et relire le texte ou bien le sujet pour pouvoir comprendre de quoi s'agit-il. Donc, définition des mots difficiles. On a un partenaire, ça veut dire un époux ou bien une épouse. Un revenu, c'est-à-dire un salaire. Et puis exposer, c'est-à-dire que vous allez présenter votre point de vue. La compréhension du sujet ou bien ce qui est demandé. Donc, prendre une position vis-à-vis du sujet. C'est-à-dire soit vous allez confirmer ou bien vous allez infirmer. C'est-à-dire, soit vous allez être un partisan, vous allez être pour ces jeunes-là qui se marient tard ou bien tardivement, et puis, soit vous allez être opposant, c'est-à-dire vous allez contre
ces jeunes-là qui arrivent à penser à se marier tardivement seulement pour rechercher une personne à un bon salaire. Donc, présenter ma propre opinion. Donc là, je vais me positionner pour donner mon opinion. Par exemple, dans la première partie, je peux utiliser ce qu'on appelle la concession. Par exemple, je vais accepter et puis je vais refuser. Et par la suite, je vais donner ma propre opinion. Donc, employer des arguments pour la renforcer. Donc, j'arrive à donner mon opinion, mais j'arrive à utiliser pourquoi j'ai cette opinion, bien sûr, pour la renforcer ou bien pour l'appuyer. Souligner les mots-clés. Donc, tarde, mariage, cherche, partenaire, revenu, confortable, paragraphe, exposé, opinion, argument. Donc, plan de rédaction. L'introduction, c'est la présentation du sujet. Jeune, se marier, partenaire, revenu, confortable. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, dans le plan, on n'arrive pas à poser des phrases tout entières, mais on arrive à seulement des petites idées. Donc, développement, il est vrai que, il est indéniable que. Donc, c'est ce qu'on appelle la concession. C'est-à-dire, j'accepte l'idée premièrement, et puis je la refute en donnant mon opinion. Donc, mariage, responsabilité, répondre aux besoins famille, mode de vie, frais, école, enfant, voyage, sortie, vivre aisément, bon revenu. Donc, je trouve à mon avis personnellement, c'est-à-dire que ce sont des mots que vous pouvez utiliser en parlant de votre propre point de vue. Partenaire, c'est-à-dire différent de considérer source argent, partenaire égale deuxième élément équation vie heureuse, mariage réussi, contentement, cupidité, mariage intérêt donne des problèmes. Donc là, ce sont des signes que vous pouvez utiliser pour, pour que ça soit un peu facile pour vous, pour la relecture. Quand vous voulez, écrire votre texte tout entier, vous avez des signes comme ça, vous allez facilement comprendre de quoi s'agit-il. Donc, aisance matérielle, il s'agit de quelque chose d'éphémère, changement de circonstances, pauvreté, crise. Dieu créait l'homme, la femme, contre, c'est-à-dire différent de la complémentarité lucrative, il s'agit d'une complémentarité de l'affection et de la miséricorde. Et pour la conclusion, recherche de partenaires, bourse durer éternellement, donc ça donne des vieilles filles, de vieux garçons, chance rencontrée, vie couple basée sur seul profit par exemple. Donc là ce sont des idées, je dis que par la suite on va les expliquer. Donc actuellement, on remarque que plusieurs jeunes tardent à se marier. Ils avancent qu'ils resteront célibataires tant qu'ils ne trouvent pas un partenaire avec un revenu confortable. Donc, les jeunes arrivent à refuser de se marier en disant que si je ne trouve pas un partenaire avec un bon revenu, je ne vais pas me marier. Et s'il vous plaît, il faut faire attention à ce que il ne s'agit pas seulement de l'homme, c'est-à-dire ce n'est pas le jeune homme seulement qui va dire cette phrase, mais aussi les jeunes filles, ils disent la même chose. Donc, souvent, cette recherche n'aboutit pas ou parfois tardivement. Donc, souvent, cette recherche n'aboutit pas, c'est-à-dire cette recherche, on ne trouve pas le bon partenaire et le partenaire qui a un bon revenu, ou bien ça arrive, mais je dirais tardivement. Donc, il est vrai que le mariage est une responsabilité où nous sommes censés répondre aux besoins et au mode de vie de notre petite famille. Donc, vous voyez ici, j'ai employé, il est vrai que, pour qu'à la suite, je vais donner le contraire de ce que je suis en train de dire. Donc, il est vrai que le mariage est une responsabilité où nous sommes censés répondre aux besoins et au mode de vie de notre petite famille. Bien sûr, il s'agit de l'alimentation, le vestimentaire, les frais des écoles, les voyages et les sorties. Et que pour vivre aisément, nous avons besoin d'un bon revenu. Et donc, bien sûr, si on veut se marier, on a besoin de plusieurs choses. Donc, on doit répondre à des besoins. Donc, ces besoins sont, les enfants doivent bien s'habiller, ils doivent bien manger, ils doivent sortir, ils doivent voyager, ils doivent étudier. Je parle des écoles, par exemple, à un certain âge, soit il va, partir à une école privée ou bien rester dans une école publique, mais par la suite, par exemple, quand il va avoir son baccalauréat, il doit faire, des études supérieures et donc on doit donner de l'argent, par exemple. Et donc, d'où la nécessité de trouver le conjoint qui puisse porter avec nous les charges financières du foyer. Donc, c'est pour cette raison qu'on arrive à chercher
un partenaire, c'est-à-dire une autre personne avec qui on va partager notre vie pour partager les charges financières. Mais, donc regardez, il est vrai que, mais, c'est-à-dire j'arrive à accepter l'idée, mais par la suite je vais donner mon opinion qui est différente. Donc dans ce cas, je suis opposant à l'idée ou bien à la thèse qui est dite. Mais personnellement, je trouve que le partenaire ne doit pas être considéré uniquement comme une source d'argent, parce que le partenaire est le deuxième élément de l'équation d'une vie heureuse. Donc pour moi, je dirais d'une manière générale, soit moi, soit les personnes qui sont d'accord avec moi, je trouve que le partenaire ne doit pas être considéré uniquement comme une source d'argent. Bien sûr, le partenaire doit avoir de l'argent pour arriver à équilibrer ou bien avoir une vie équilibrée, mais il ne faut pas prendre seulement le partenaire seulement parce qu'il a de l'argent. Et donc, le partenaire est le deuxième élément de l'équation d'une vie heureuse. Donc, deuxième élément, ça veut dire moi, je suis le premier élément, et le partenaire, ça sera le deuxième élément. Donc, quand on parle d'un mariage réussi, on désigne le contentement et non pas la cupidité. Donc, contentement, c'est-à-dire on arrive à je dirais, à se contenter. C'est-à-dire, on dit, voilà, j'ai par exemple, je dirais, la moindre des choses et je suis satisfait. C'est-à-dire, je ne cherche pas plus. Et non pas la cupidité, c'est le contraire, bien sûr, du contentement. C'est-à-dire, je cherche toujours à avoir de l'argent de plus en plus. C'est-à-dire, je cherche à avoir des sommes d'argent, ainsi de suite. Parce que le mariage fondé sur l'intérêt n'engendre que des problèmes. Par exemple, un changement de circonstances. Donc, si le mariage est fondé seulement sur l'intérêt, c'est-à-dire seulement fondé sur le côté matériel, donc il va engendrer, c'est-à-dire il va provoquer, il va causer que des problèmes, par exemple, un changement de circonstances, une crise financière ou encore une ruine. C'est-à-dire c'est une personne, par exemple, soi-disant, il était riche, mais à certains moments, il a fait faillite, c'est-à-dire il n'a rien du tout. Dans ce cas. Donc, cette ruine transformera un mariage en un enfer et puis au divorce immanquable. C'est-à-dire si le mariage est fait sur un seul élément qui est l'argent, bien sûr quand l'argent est absent, donc il va y avoir, je dirais, une séparation ou bien ce qu'on appelle un divorce entre les deux personnes. En outre, c'est-à-dire en plus, il faut mettre en considération que la vie d'un couple n'est pas fondée sur le côté matériel seulement, mais sur bien d'autres principes comme le respect, le partage, l'entraide. C'est-à-dire le couple n'arrive pas à chercher seulement le côté matériel, mais on doit chercher dans le partenaire d'autres choses. C'est-à-dire est-ce qu'il a des principes comme le respect, est-ce qu'il arrive à partager avec moi tout ce qu'il a, est-ce qu'il va m'aider si jamais, par exemple, je fais faillite. Et puis, rappelons-nous que Dieu a créé Adam et Ève non pas dans une complémentarité lucrative, c'est-à-dire non pas dans un but matériel, mais dans une complémentarité d'affection et de miséricorde, c'est-à-dire d'affection, c'est-à-dire de sentiments, je dirais, de bons sentiments, de belles émotions, et puis de miséricorde, bien sûr, on arrive à parler de miséricorde quand on parle à propos de Dieu, c'est-à-dire c'est une bonté qu'il arrive à donner, je dirais, à ses créatures quand il les pardonne. Et puis, je dirais d'une manière générale, on arrive à pardonner, à nous pardonner, c'est-à-dire on arrive à pardonner le partenaire, pour que la race humaine puisse continuer à exister dans l'harmonie parfaite. C'est-à-dire Dieu a créé Adam et Ève pour continuer, je dirais, pour assurer la continuité de la race humaine. Or, si le couple ou l'un des deux conjoints ne voit dans le mariage qu'un moyen d'assouvir sa soif des plaisirs de la vie, il continuera à courir derrière des mirages. Donc, si jamais le couple, c'est-à-dire les deux personnes, ou bien une seule personne des deux, c'est-à-dire un conjoint parmi les deux, arrive à chercher, je dirais, tous les moyens pour arriver, ou bien pour atteindre les plaisirs de la vie, donc là, il va continuer à courir derrière des mirages. Des mirages, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'a pas d'existence. C'est quand, par exemple, je suis au Sahara, il n'y a rien du tout, j'ai tellement soif, il fait chaud, et donc je suis en train de voir de l'eau alors qu'il n'y a pas de l'eau, ce qu'on appelle un mirage. En fin de compte, la recherche d'un partenaire pour sa bourse peut durer éternellement, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on trouve des vieilles filles et des vieux garçons. À force de chercher l'éphémère, on finit par ne rien trouver.
Donc, si on arrive à chercher et à faire des recherches comme ça, seulement pour chercher un partenaire qui répond à un seul critère qui est l'argent, donc on peut passer toute notre vie à chercher cette personne et peut-être à force de chercher l'éphémère, c'est-à-dire chercher ce qui ne dure pas éternellement, on finit par ne rien trouver. Donc avec cette phrase, on finit cette évaluation et j'espère vous retrouver dans une autre chose. Merci, à bientôt.